Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Après coup, l'adolescence, c'est le titre trouvé à la thèse d'exercice de médecine plusieurs années après la soutenance. Après coup, l'adolescence comme deuxième temps de la sexualité infantile, après son refoulement nécessaire aux acquisitions durant la période de latence. La puberté sonne l'heure du passage entre l'enfance et l'accès à une sexualité génitale adulte, et marque ainsi une césure entre le passé qui va être sans cesse traduit, reconstruit par les souvenirs, et le devenir adulte, orientant l'être au-devant de soi, le projetant dans le futur. L'adolescence, début et fin du livre de la vie. Commencement que nous raconte le mythe de Cronos rapporté par Hésiode dans les Théogonies. Cronos, né de l'union d'Ouranos, le ciel, et de Gaïa, la terre, castre son père pour sortir du ventre de sa mère et prendre le pouvoir. Cette scène est admirablement représentée dans une peinture du XVIe siècle, de Giorgio Vasari que l'on peut admirer à Florence au Palais Vecchio. L'issue, cette naissance à laquelle nous ouvre le mythe, réinterroge sans cesse selon moi le sens de nos jours. C'est ainsi, dans l'après-coup du travail de thèse, que l'adolescence m'est apparue comme une période clé. Les remaniements de l'identité et des identifications selon un axe de compréhension narcissico-objectale sont exemplaires des processus à l'œuvre dans la constitution de corps psychés et des variantes pathologiques du spectre dépression-mélancolie dans un même continuum. Je vous propose de suivre le cheminement de ma pensée et les méandres de sa mise en écrit que je parcourus durant les derniers mois de l'internat parmi les adolescents rencontrés à l'Institut mutualiste Montsouris. Comme point de départ, la rencontre de sujets adultes mélancoliques, et la reviviscence insistante d'une prise en masse corporelle contre-transférentielle qui se dit dans l'inertie d'un corps lourd et pesant, gauche, informe et douloureux. Ce vécu faisait écho à mon sentiment d'impuissance terrible face à ces patients trop lucides. Je tentais alors de lui donner forme interne en l'accueillant et l'épousant comme mouvement de régression. Cela est déjà une reconstruction, car à l'époque, ce n'était pas du tout aussi conscient. Mais il me semble qu'il y avait une parenté entre cet affect particulier, des moments de mon analyse alors, et un peu plus tard mes débuts en pédopsychiatrie avec un stage au sein d'un hôpital de jour recevant des enfants présentant des troubles envahissants du développement, TED. Ces premiers pas en pédopsie faisaient le pont avec ma faculté d'origine. Ils me rappelaient les cours de P1 de Madame le Dr Neumann, réalisés à partir de vidéoprojections des consultations thérapeutiques familiales du professeur Serge Lebovici. Nous étions en septembre 2000. Ce dernier venait de nous quitter. Un autre moment me revient, celui d'un enseignement dispensé par Madame le professeur Marie-Rose Moreau sur l'efficacité symbolique de Claude Lévi-Strauss. Mon intérêt pour le devenir mère et les interrogations sur les désirs d'enfant et de grossesse, qui sont toujours d'actualité dans ma pratique clinique auprès d'adolescents principalement, et plus succinctement à la maternité dans le cadre de l'activité de liaison, trouvaient des prémices dans les consultations psychiatriques en service de procréation médicalement assistée, PMA, à l'hôpital Jean-Verdier de Bondy. Ces souvenirs pour souligner sans doute combien j'étais déjà imprégnée de l'importance des interactions précoces mère-bébé, et ce avant même sa conception, pour le développement de l'enfant, mais aussi dans la compréhension clinique du sujet quel que soit son âge. Si les cures d'adultes ont inspiré S. Freud quant à ses développements théoriques sur la sexualité infantile, la psychiatrie de l'enfant et l'essor de la périnatalité offraient de nouvelles perspectives à la clinique adulte. Ces relations premières et leurs traces, primordiales dans le soin, pouvaient-elles aller jusqu'à accompagner la régression du patient mélancolique dans un état de néoténie proche de celui d'un nouveau-né ? Y avait-il une issue possible à un enlisement qui peu à peu paralysait toute action ? Ou bien le vécu de discontinuité d'être laissait-il une empreinte inaltérable soulignant d'autant la vanité despotique de toute intention d'exister ? À cette question pourraient répondre les enjeux du passage adolescent. Dans l'après-coup de l'infantile, la sexualité dite adulte. Il y a donc à partir de là, un avant et un après. Les destins de cet infantile sont-ils déterminés ? Ou bien sont-ils remis en jeu, au moins en partie, grâce au bouleversement et au chaos du pubertaire, entrelacs de déliaison et liaison des processus adolescents ? Le pathologique est l'instant critique, dont l'issue pourrait être décisive quant au devenir du jeune adulte.
D'où l'intérêt apporté aux soins qui peuvent influencer l'évolution de l'adolescent, avec une attention particulière à accorder à la prise en charge de la dépression et de ses complications, suicide et tentative de suicide, déscolarisation et risque de désinsertion sociale, addiction, etc. Par ailleurs, si beaucoup de recherches sont centrées sur l'enfance dans la clinique psychanalytique adulte, Valence régression-dépression, entendre l'enfant chez l'adulte, différent de l'enfant, les travaux de plus en plus conséquents de psychiatres et de psychanalystes, pour beaucoup exerçant auprès d'adolescents, mettent en exergue l'importance de la problématique adolescente dans les cures d'adultes. Conjointement, s'opère un glissement de pathologie névrotique où prime l'expression de sentiments de culpabilité, à la fatigue d'être soi, décrite ces dernières décennies par Alain Ehrenberg, associée à un vécu d'insuffisance, relevant du registre des atteintes narcissiques où moi idéal et idéal du moi sont malmenés. Si l'adolescence se joue dans l'après-coup de l'infantile, elle est actualisée après-coup chaque fois qu'est convoquée la mémoire du corps, dans les métamorphoses générées par la maladie, le vieillissement, la grossesse, le départ d'un enfant, la mort d'un proche. Toute séparation, tout changement et distance, écart qui signifie le passage du temps inéluctable et met en tension ce qui ne veut passer, ce qui ne veut céder. Ces effets d'emboîtement et de résonance interrogent la place de l'instant vécu, étudié par la phénoménologie. L'affect pour la psychanalyse ? Entre passé et futur, l'adolescence, se construire un passé, écrit Pierrat Aulagnier, est travail inachevé, régulièrement remis à l'ouvrage au cours de la vie et qui implique séparation, perte, distance, mais aussi différence, différenciation, subjectivation. Première partie, temps et mélancolie. Chapitre 1, la maladie de la vie humaine. 1. La mélancolie, prototype de la chronopathie. On ne peut juger de notre heure qu'après la mort. Montaigne essaie. Quiconque naît vient à la mort. Dans la fuite du temps, et le soleil ne laisse vivre nulle chose. Michel-Ange. A. De la maladie du temps, maladie d'être homme. Nier le temps pour nier la mort. Tout de suite ou tout à l'heure, qu'importe. Tu m'appartiens comme les soleils, les peuples, les villes, les rois, la neige des monts, l'herbe des champs. Je vole plus haut que l'épervier, je cours plus vite que la gazelle, j'atteins même l'espérance, j'ai vaincu le Fils de Dieu, dit la mort. Gustave Flaubert. Vous allez mourir de mort, votre mort a déjà commencé. Marguerite Duras. L'astre de la mélancolie, Saturne, ou encore Chronos, nom du dieu père de Zeus Jupiter, convoque par homonymie Chrono le temps. Ainsi par ce jeu de filiation cachée, dès les mythes des origines, le temps et la mélancolie seraient liés. Les hommes ont un besoin vital de nier le temps parce que Chrono est porteur de mort. C'est cette dialectique du temps dont on ne voudrait rien savoir et qui pourtant est notre existence, qui est tension, et dans ses extrêmes serait souffrance mélancolique. La mélancolie serait-ce le prototype de la chronopathie, la maladie de l'homme en perdition dans l'océan du temps ? Un combat sans fin avec Chrono pour s'en rendre maître, alors que cette lutte titanesque est perdue d'avance, de la naissance à la mort. Tel est le fin mot, et le mot de la fin, de la maladie du temps, de notre chronopathie universelle. Paradoxe immanent et transcendantal, dissimulé et révélé en un raccourci par l'élision littérale chronos-chrono. Jusqu'à preuve du contraire, tous les humains sont mortels. Nous nous faisons une représentation de notre finitude au travers de la mort de l'autre, mort et ses équivalents, disparition, absence, castration. Cela renvoie à la question existentielle, vivre, se projeter et être au-devant de la mort. Temporalité subjective qui naît et souffre par la séparation. C'est la perte, l'absence qui crée l'intervalle, l'attente qui crée le délai et à la fois la tension, mouvement vers l'avenir. Comment s'accommode-t-on de cette question ? Faire face à la mort de l'autre, la perte de l'objet qui nous confronte à notre propre fin, qui entre en résonance avec nos propres failles, trous à représentation dans le psychisme, en écho avec l'état de détresse originaire, l'Hilflosigkeit, à la source du pulsionnel intriqué de la vie et de la mort ? L'expérience de la perte de l'autre et de soi investi envers, pour et de l'autre, peut être à l'origine d'une rupture. Rupture de la continuité d'être, d'exister, rupture avec autrui, le monde qui nous révèle étranger à nous-mêmes. La maladie du temps, chronopathie de Valabrega, est aussi maladie d'amour, où la perte d'amour, ne plus aimer, n'être plus aimé,
défait le sens du temps, cette direction de sens qui nous animait à notre insu. Déliaison, dissociation du temps intime, de la marche du temps mesuré chronométrique, qui me fait dire comme ce malade de Minkowski, je dérive, je voudrais m'accrocher à quelque chose, j'ai le sentiment du temps qui recule. Le temps s'est arrêté, le temps intime des projets, des souvenirs, plus de rêves, des nuits froides, lucides, vides du blanc de la pensée, des affects, les yeux sans larmes, ou des pleurs se déversant comme choses extérieures à soi, étranges. Un sommeil lourd, compact, englué, figé, faisant corps fusionner indifférencié avec l'espace autour, masse inerte, fossilisée d'un autre temps, hors temps trop présent, répétition mécanique déconnectée presque hostile de l'ordinaire trop ordinaire. À l'extrême, la patiente de Jules Cottard dit qu'elle n'existe pas, le monde n'existe pas. Elle est immense des fautes passées, des siècles écoulés, éternité en abîme. Le temps immobile n'a pas de fin, ses pieds n'en finissent pas de grandir, elle est la fin du monde, monstrueuse, chimère homme-dieu, bisexuelle, son corps catatonique catacombe conserve en gésine, la passion volcanique, tragique illusion, fusion océanique, brûlante marée qui soudain se retire et revient et vous noie et se répète encore, spasme étouffé, souffle haleté. Il faut en finir, la tête explose dans le soleil, triomphe maniaque, la tête tombe sous la sanction du suicide. Immensité du vide, aspiration du néant, négatif immortel qui s'éverse en un délire d'énormité, corps boursouflé, putréfié, qui gonfle, gonfle jusqu'à implosion, silence assourdissant de l'infantile à jamais mort, perdu dans les limbes d'une représentation lande. C'est la psychiatrie phénoménologique, dans son ancrage dans la philosophie qui décrit le plus finement la clinique de la statique mélancolique. Pour ce courant qui prend date au début du XXe siècle, la stagnation du temps vécu est en effet le trouble fondamental de la mélancolie. Ainsi, après un bref rappel historique de la notion de mélancolie, j'aborderai dans un premier temps les descriptions historiques de la psychiatrie phénoménologique de l'altération du temps vécu chez le mélancolique. Puis, en un second temps, j'envisagerai ce rapport du temps à la mélancolie sous l'angle de la causalité psychique selon la psychanalyse. Ce qui me donnera quelques concepts me permettant d'interroger les potentialités thérapeutiques à mettre en œuvre en prise avec ce temps immobile, ce temps figé du mélancolique. L'idée d'une mise en mouvement du psychique comme moteur d'une temporalité à retrouver nous introduira à la clinique adolescente. Période féconde en remaniement, temps de transition souvent évoqué en référence au deuil et à la perte, et qui me permettra d'illustrer la double valence temporelle de la mélancolie-dépression, instant rupture et durée, comme ouverture thérapeutique, source de créativité initiant du jeu en place d'une stagnation mortifère. B. Au commencement était chaos. Le mythe de Chronos-Saturne, Chrono le temps. Il faut encore porter le chaos en soi, pour donner naissance à une étoile dansante. Nietzsche. Au commencement du monde, chaos un abîme, un trou noir, tout est confus, désordonné. Chaos ressemble à un gigantesque précipice obscur, d'où tout à coup, émerge une seconde divinité du nom de Gaïa. Ce qui en grec signifie terre. Gaïa, c'est le sol ferme, la terre nourricière sur laquelle les plantes vont pousser, les fleuves couler. Gaïa nous soutient, elle nous porte. Elle est la mère par excellence, la matrice originelle dont tous les êtres à venir, ou presque, vont bientôt surgir. Après chaos et terre apparaît Eros, l'amour primordial, le vieil amour, représenté dans les images avec des cheveux blancs, énergie de jaillissement qui fait croître et surgir les êtres. Eros est une force vitale, une poussée, qui a pour mission principale de faire passer des ténèbres à la lumière toutes les divinités à venir. C'est à partir de ces trois entités, à la fois puissance naturelle et divinité, chaos, Gaïa et Eros, que le monde va progressivement s'organiser. Le quatrième protagoniste de cette histoire, cette autre divinité des commencements, c'est Tartare, un lieu brumeux, plein de moisissures et toujours plongé dans les plus noires ténèbres. Tartare se situe dans les profondeurs de Gaïa, dans les lointains sous-sols de la terre. C'est dans cet endroit que l'on identifiera bientôt à l'enfer, que les morts seront relégués, mais aussi les dieux vaincus ou punis. Sous l'impulsion d'Eros, Gaïa va engendrer un dieu, Ouranos. Ouranos, c'est le ciel étoilé, étendu sur la terre, recouvrant Gaïa comme son double. Partout où est la terre, il y a aussi Ouranos, le ciel en surplomb. Puis Gaïa fait de nouveau naître de ses entrailles, sans s'unir à quiconque, les montagnes, Ouréa, les nymphes qui les peuplent, et Pontos, le flot marin, l'eau salée de la mer. À cette époque des origines, il n'y a pas à proprement parler d'espace entre ciel et terre.
Entre Ouranos et Gaïa, il n'y a pas de vide, pas d'interstice tant ils sont proches l'un de l'autre. Il n'y a non plus de temps semblable à celui que nous connaissons maintenant, car la succession des générations n'est pas encore mise en place. C'est la séparation douloureuse du ciel Ouranos et de la terre Gaïa, qui va alors donner naissance à l'espace et au temps. Ouranos en effet est arrimé à Gaïa, comme à une seconde peau. Insatiable, il ne cesse de la couvrir, de se fondre en elle. Les embrassements du ciel, Gaïa enfante toute une progéniture. Les enfants de Gaïa et d'Ouranos vont être les premiers vrais dieux, les premiers dieux à ne plus être des personnages plus ou moins abstraits, pour devenir de véritables caractères. Les premiers descendants d'Ouranos et de Gaïa sont les titans, 6 garçons et 6 filles qui ont 3 caractéristiques communes. Ils sont immortels, ensuite ils sont doués d'une force colossale et inépuisable. Enfin ils sont d'une beauté parfaite. Ce sont des êtres terrifiants et fascinants, souvent très violents, car ils conservent en eux les traces de leur origine. Ils sont nés des profondeurs de la terre et viennent des parages du Tartare, ce lieu infernal, tout proche du chaos originel. Ce sont plutôt des êtres de désordre et de destruction. Le dernier-né de ces titans s'appelle Cronos, le grand Cronos aux pensées fourbes, nous dit Hésiode. Ouranos engendre aussi avec Gaïa 3 êtres monstrueux, les cyclopes, à l'énorme œil planté au milieu du front. Ils sont d'une violence sans limite. Enfin des amours du ciel et de la terre naissent aussi 3 êtres plus effrayants encore. Ils ont 50 têtes chacun et de leurs épaules jaillissent 100 bras d'une vigueur inimaginable. D'où leur nom, les Hécatonchires qui signifie en grec 100 bras. Ouranos déteste ses fils, il les a en haine depuis le premier jour. Il craint que l'un d'eux usurpe sa place et lui vole Gaïa. Voilà pourquoi Ouranos enveloppe tant et si bien la terre qu'il empêche ses enfants de sortir de son giron. Il les confine au plus profond de la terre, dans les régions chaotiques du Tartare. Gaïa gémissant et étouffant, grosse de tous ses enfants comprimés en elle, s'adresse à eux et les exhorte à la révolte contre ce père qui leur interdit de s'émanciper, de voir le jour au sens propre comme au sens figuré. Cronos répond à l'appel de sa mère qui met au point un terrible stratagème contre Ouranos. Avec le métal en fusion qui est en son sein, Gaïa fabrique une grande serpe aux dents aiguës qu'elle offre à Cronos. Celui-ci s'en empare et guette son père. Ouranos, comme à son habitude, venant avec la nuit, s'approche de Gaïa, la couvre et s'épand en elle. Cronos saisit alors le sexe de son père et le tranche d'un coup sec. Il jette ensuite derrière lui l'organe encore sanglant. De ce sang d'Ouranos qui va se répandre sur la terre et dans les mers, vont naître alors quelques terribles et sublimes divinités. Les 3 premières créatures qui naissent du sexe coupé d'Ouranos sont les divinités de la haine, de la vengeance et de la discorde, Eris en grec. Elles portent en elles la trace de la violence liée à leur naissance. Ce sont d'abord des déesses terrifiantes, celles que les Grecs nomment les Érinnies. Ensuite suivent toute une pléiade de nymphes qu'on appelle les Méliennes ou les Méliades, les jeunes filles nées dans ces arbres qu'on appelle les frênes. Ce sont de redoutables guerrières qui règnent armées de leurs arcs et lances. Enfin, du sang d'Ouranos tombé sur Gaïa sortent les géants, armés et cuirassés. Rien ne leur fait peur et rien ne leur convient mieux que les guerres et les massacres. Ils sont voués de part en part à la violence et au carnage. Cependant, de l'écume qui sourd du membre divin, se forme aussi une autre déesse qui n'appartient plus à Eris, mais au contraire à Eros, non pas à la discorde et au conflit, mais à l'amour. Il s'agit d'Aphrodite. Déesse des sourires, des tendres échanges amoureux mais aussi de la duplicité des discours que l'on tient pour séduire l'autre. Avec la castration d'Ouranos, la sexualité n'est pas abolie, elle change de nature, cela n'est plus la peur mais le désir qui rapproche les sexes. Sur le plan cosmologique, la castration d'Ouranos marque une étape fondamentale. Il s'agit de la naissance de l'espace et du temps. De l'espace, car Ouranos, sous l'effet de la douleur atroce que lui cause sa mutilation, s'enfuit vers les hauteurs, créant ainsi l'espace qui sépare le ciel de la terre. Il ne s'unira plus à Gaïa hormis lors des grandes pluies fécondantes. Du temps pour une raison qui est une des clés de toute la mythologie. Grâce à l'espace libéré, les enfants vont pouvoir enfin sortir de la terre, naître au jour et enfanter à leur tour. C'est alors l'avenir qui s'ouvre. Les générations futures vont pouvoir habiter le présent. Cette vie, cette histoire qu'incarnent les titans sortant de l'ombre, c'est aussi le mouvement, le déséquilibre, et ainsi la possibilité ouverte du désordre. Avec les nouvelles générations,
C'est la dynamique plutôt que la stabilité, le chaotique plutôt que le cosmique qui entre en scène. Et Chronos est mieux placé que quiconque pour le savoir. Lui qui ayant mutilé son père peut concevoir la crainte que ses propres enfants puissent constituer une menace pour l'ordre, pour le pouvoir en place, celui que l'on détient déjà. Ainsi toute existence, y compris celle des dieux immortels, va se trouver prise dans un dilemme quasi insoluble. Ou bien l'on bloque tout, comme Ouranos maintient ses enfants dans l'antre de Gaïa afin d'éviter que les choses ne changent. Mais alors c'est l'immobilité totale et l'ennui qui finissent par l'emporter sur la vie. Ou bien, l'on accepte le mouvement, l'histoire et le temps, et ce sont tous les dangers les plus redoutables qui vous menacent. Comment trouver le bon équilibre ? C'est la question clé de la mythologie, et avec elle celle de l'existence en général. Chronos va être conscient de ce danger. S'il libère ses frères du ventre de leur mère, il en sera tout autrement de ses enfants qu'il aura de son union avec sa sœur Rhea. Ainsi à chaque fois qu'elle sera enceinte et mettra au monde un nouveau-né, Chronos s'empressera de l'engloutir afin qu'il ne se révolte contre lui. Il aura 6 enfants, Hestia, Déméter, Héra, Poséidon, Hadès et Zeus, le petit dernier qui deviendra le roi de tous les autres. Car en effet, Rhea, consternée par son mari, se met à le haïr, et au moment où Zeus est sur le point de naître, elle demande conseil à Gaïa. Comment faire pour éviter que l'enfant à peine né soit aussitôt avalé tout rond ? C'est ainsi que Rhea fuit en Crète, pour l'Icto, où Gaïa abrite le nouveau-né dans une grotte cachée au pied d'une montagne. Pour que le père ne se doute de rien, Rhea lui donne tout emmailloté de linge une grosse pierre à la place du bébé que Chronos se hâte d'ingurgiter. Zeus grandit alors bien dissimulé au regard de son père. Mais le complot ourdi par Gaïa et Rhea poursuit son cours. Elles organisent une ruse pour faire recracher à Chronos un à un ses enfants. Zeus libérera ensuite les Cyclopes et les Hécatonchires, qui vont lui être de précieux alliés dans la guerre qui se déclare entre lui et ses frères et sœurs d'une part et Chronos d'autre part. Zeus l'emportera et deviendra alors maître de l'Olympe sur lequel il régnera avec son épouse et sœur Héra. Mais avant de s'unir à Héra, Zeus se marie d'abord avec Métis, qu'il avale, après lui avoir demandé de se métamorphoser en gouttes d'eau. Quelle manie dans cette famille! Cela ne signifie pas croquer, mâcher ou déchiqueter. S'agissant de Métis, cela pourrait exprimer symboliquement que Zeus va se doter lui-même de toutes les qualités qu'aurait sans doute eu le fils qui serait né de son alliance avec Métis. Grâce à celle-ci incorporée, il possède maintenant une intelligence supérieure à toutes les autres. Puis Zeus prend en seconde noce Thémis, la justice. C'est avec l'intelligence de Métis et le sens de la justice de Thémis que Zeus peut régner sur l'Olympe. On pourrait croire alors la guerre terminée. Hélas, il n'en est rien, et un redoutable adversaire guette Zeus. Il s'agit de Typhon, ou Typhée, que Gaïa enfante avec le terrible Tartare. De tous les monstres, c'est le plus effrayant. De ses épaules jaillissent plus de 100 têtes de serpents dont les yeux crachent le feu, et d'où proviennent des sons incroyables. Typhon peut imiter tous les langages tout aussi bien qu'émettre le rugissement du lion ou les jappements d'un chiot. Pourquoi donc Gaïa, qui a toujours soutenu Zeus, fabrique-t-elle cet affreux typhon contre lui ? En déchaînant un nouveau monstre, elle va peut-être donner à Zeus l'occasion d'intégrer dans l'ordre cosmique les éléments chaotiques. Si l'on s'en tenait aux seules forces de l'ordre, le monde ne serait-il pas figé et dépourvu de vie ? Typhon n'incarne-t-il pas aussi le temps, la génération, l'histoire et la vie ? Chez Hésiode, le récit de la lutte entre Zeus et Typhon est crucial. Le combat est d'une violence inouïe, la terre tremble jusqu'au Tartare, au point que Hadès lui-même éprouve de la peur, comme les titans qui, Chronos le premier, sont enfermés dans cet enfer depuis qu'ils ont perdu la guerre contre les Olympiens. L'enjeu de cette ultime étape de la construction du monde, comme le rappelle Jean-Pierre Vernant, est essentiel. Il s'agit de savoir qui, du chaos ou de l'ordre, va finalement l'emporter, mais aussi de comprendre comment la vie peut être intégrée à l'ordre et le temps à l'équilibre éternel. Au IIe siècle, Apollodore donnera une version de ce récit beaucoup plus enrichie et forte en suspense. La victoire sur Typhon va signifier que l'on va expédier le temps, le désordre et la mort vers le monde des mortels, celui des dieux étant désormais à l'abri de tout soubresaut. S'il ne restait pas du temps, de l'histoire,
donc un peu de désordre, un peu de disharmonie et de déséquilibre, il ne se passerait plus rien. Le cosmos serait assigné à l'immobilité, on s'y ennuierait terriblement. Gaïa ne veut pas que les forces primordiales, celles du chaos, soient totalement éliminées. Sans les forces chaotiques, le monde serait mort, plus rien ne s'y passerait. Au risque de la violence, elles incarneraient cette part de mouvement qui est indispensable à la vie. De même qu'il y a un continuum entre l'origine du monde et l'origine des dieux, il y a continuité-contiguïté avec la naissance des hommes, ou anthropogonie. Pluralité d'histoires que les conteurs, les philosophes, poètes et mythographes ont écrites au fil de plus de 12 siècles, du 7 siècle avant Jésus-Christ avec les théogonies d'Hésiode au 5e siècle après Jésus-Christ. Les accent aigu interprétations successives de ces histoires ne les rendent que plus intéressantes encore. C'est à partir de cet héritage que chacun d'entre nous se forge une certaine représentation du monde et des hommes. Ces récits expriment les interrogations des mortels sur la vie. Ils constituent comme le premier moment de la philosophie sa matrice. Le dilemme, dévorer ou être dévoré domine le monde vivant organique. S. Freud. En conclusion, je souhaiterais retenir un certain nombre de thèmes primordiaux que soulève cette cosmogonie, ces métaphores endormies de la mythologie grecque selon l'expression de Charles Perelman. Tout d'abord, ce mythe des origines nous conte une naissance du monde qui se fait dans la séparation, la douleur, selon une opération de diffusion-différenciation, au risque parfois d'un trop grand écart. Au commencement, l'on retrouve le chaos, l'obscur, la monstruosité, la destructivité, la haine, la peur. La violence semble primordiale, au sens de première, primitive, au fondement du monde vivant organique. Vivre suppose cette lutte à mort, ces combats acharnés, guerre sans merci que reprend le dévorer ou être dévoré, de S. Freud avec l'idée que l'incorporation cannibalique de l'autre empêche l'avènement des générations futures, ou au contraire permet de s'identifier à cet autre et par là de se constituer. Ce chaos des origines, c'est peut-être aussi la part d'irrationnel en l'homme qui selon Platon fait la substance inspiratrice des mythes. Pour les dieux, le temps n'est pas compté, rien n'est définitif, ce qui permet d'affronter les passions humaines avec une certaine hauteur de vue, une certaine distance. Quant à nous, nous sentons le temps passer, ce temps qui nous dérobe de manière inéluctable ce que nous chérissons le plus. Nous percevons avec acuité qu'il y a dans notre existence de l'irréversible, du jamais plus. Nous pensons par avance, nous sommes des êtres des lointains. Cette question existentielle à laquelle répond la mythologie est celle de notre finitude, de la mort, de la séparation, de la perte irrévocable, du sentiment d'un irrémédiable, dont le temps et l'espace constituent des paramètres, des coordonnées alors obligées. Hannah Arendt énonçait 2 façons d'affronter notre aliénation au temps. Avoir une descendance, ou bien opter pour la quête de la gloire avec l'idée que les héros échapperaient à l'oubli. Cette interrogation quant au sens à donner à l'existence humaine, serait la seule qui guide en réalité les récits des origines. Quelle réponse nous donne Chronos ? L'hybris, la révolte chaotique, la démesure contre l'ordre cosmique, contre la condition de simple mortel, la folie ou bien la sagesse. Eris, la discorde, le combat et Eros, l'amour, l'union. 2 puissances complémentaires qui sont toutes 2 produites par le même acte fondateur, la castration d'Ouranos par Chronos qui crée l'espace, libère le temps et permet aux générations successives de surgir sur la scène du cosmos alors ouverte. Dualisme entre l'immobilité, équilibre, harmonie et la notion de dynamique, de mouvement vital, qui comprend la part de chaos, au risque du désordre, du déséquilibre qu'on ne peut plus maîtriser, qui déborde, mais condition sine qua non du vivant. Saturne, astre de la mélancolie. Le dieu primitif grec, Chronos, issu de terre et ciel, est confondu avec son homonyme Chrono, le temps, de par ce point d'origine ainsi fondé et qui initie alors la marche des siècles. Chronos, figure mythique, dieu des contraires, est ensuite assimilé à Saturne, son équivalent latin, qui confirme la contradiction latente. Puis, dans un deuxième temps, l'ambivalence du Chronos grec s'accroît lorsqu'il en vient à s'apparenter avec l'astre qu'aujourd'hui encore nous appelons Saturne. L'astrologie antique départageait les bonnes des mauvaises planètes qui en devenaient bonnes ou mauvaises étoiles. Saturne comptait alors avec Mars parmi les astres néfastes. L'homme né sous Saturne subissait son influence. Son caractère saturnien ne se distingua bientôt plus de celui dépeint chez les mélancoliques. Demeurera cette polarité, double nature,
L'idée d'un contraste entre les possibilités les plus extrêmes du mal et du bien, qui fonda l'étroite analogie entre Saturne et la mélancolie. Plotin imaginait Saturne accouchant de l'âme. De là à songer que la mélancolie nous ouvrirait les voies de compréhension des mystères de l'homme. Plasticité des mythes. Sur le mode d'un bricolage méthodologique, comme un ensemble ouvert que l'on peut enrichir à l'infini. Rêver les mythes. To be or not to be, that is the question. Shakespeare. 2. La mélancolie au fil du temps, une histoire de la sensibilité de l'homme contemporain. Selon les termes de Raymond Klibanski, donner une vue d'ensemble, de la mélancolie, serait écrire l'histoire de la sensibilité de l'homme contemporain. Quel serait l'objectif ici d'un bref historique de la notion de mélancolie ? L'emploi du mot mélancolie perdure au cours du temps tout en revêtant des significations diverses, qui non pas s'opposent mais dessineraient comme une aura, un entrelacement de sens qui me semble-t-il est toujours présent de façon plus ou moins manifeste quand nous le prononçons, et que je ne voudrais ignorer, tout en n'en mesurant pas toute la portée. Ce qui m'est apparu comme fil rouge de ce parcours historique, c'est le caractère de duplicité, de paradoxe, de polarité de la notion de mélancolie et du mélancolique. Comme le souligne Gladys Swain, la mélancolie renverrait à une zone commune de sens. Peut-être de par son statut spécial d'avoir été et de demeurer le point de contact privilégié du champ psychiatrique avec le champ social, s'offrant ainsi comme charnière entre l'état qui relève de la psychiatrie et l'ordinaire de la réalité humaine. Il y aurait une continuité entre une pente banale de l'âme et son exaspération folle, que figurerait l'équivoque sémantique du terme de mélancolie. Au demeurant, n'est-ce pas une des grandes fonctions du thème qui depuis les Grecs lie génie et folie, que de nous rappeler cette ambiguïté structurante ? A. La mélancolie de l'Antiquité à nos jours. Ainsi, l'acception du terme mélancolie est loin d'être univoque au cours du temps. Dans le corpus hippocratique, au 5e siècle avant notre ère, la mélancolie était liée à un excès de bile noire ou atrabile, envahissant le sang, produisant un état de tristesse et d'abattement. La conception humorale d'Hippocrate faisait de la mélancolie une affection triste des humeurs ayant son siège dans l'hypocondre et exprimant l'influence délétère de l'humeur en question. En se portant sur le corps, la bile noire donnait l'épilepsie, tandis qu'elle produisait la mélancolie dès qu'elle affectait l'âme, notamment en sa faculté d'intelligence et de jugement. Au IIe siècle de notre ère, Arrêté de Cappadoce décrivait un esprit triste fixé avec opiniâtreté sur la même idée morbide. Galien 131-211 relatait une affliction, une tristesse profonde et un éloignement des choses les plus chères. On peut aussi ici citer le traité de la mélancolie d'Ishaq ibn Imran de Bagdad au X siècle, et l'influence de la médecine arabe au Moyen-Âge. En 1514, l'artiste Albrecht Dürer, dans la célèbre gravure au titre de Melancholiae, exprimait le vide et la coupure douloureuse d'avec le monde. Ce motif, repris au cours des siècles suivants, nous rappelle cet autre visage de la mélancolie, celui du poète torturé, de l'artiste inspiré, ou encore du génie créateur du problème XXX du pseudo-Aristote. What other fixed farais nor let them range? Nor the strange sea strangers or even more strange. But our own phantom dwarfing tes great three? More strange than all, more old than even, earth sea. Selon Michel Foucault, depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, la mélancolie, avec la manie, constituera un concept fondamental de la réflexion sur la folie. L'Antiquité et la tradition humorale. La bile noire dans le corpus hippocratique. L'Antiquité voit la reconduction d'une longue tradition, la théorie des humeurs d'Hippocrate, qui remonte à 400 ans avant notre ère.
Cette théorie humorale établit une continuité entre la complexion générale des êtres et l'écart maladif. La mélancolie prise dans un continuum cosmobiologique est une vraie folie au sens médical du terme, et cependant une folie miroir de l'âme, où quelque chose de nous tous se révèle. D'après Hippocrate, les humeurs contrôlent l'existence et le comportement de l'humanité. La combinaison de la bile noire, de la bile jaune, du sang et du flegme détermine le caractère de l'individu. Il y a en effet 4 humeurs en l'homme qui imitent les divers éléments. Elles augmentent en des saisons diverses, règnent sur des âges divers. Le sang imite l'air, augmente au printemps, règne dans l'enfance. La bile jaune imite le feu, augmente en été, règne dans l'adolescence. La mélancolie ou bile noire imite la terre, augmente en automne, règne dans la maturité. Le flegme imite l'eau, augmente en hiver, règne dans la vieillesse. Quand elle n'abonde ni plus ni moins que la juste mesure, l'homme est en pleine vigueur. La théorie humorale relève de 3 principes. La recherche des qualités premières, celle de l'expression numérique qui rend compte de cette structure complexe faite d'existence corporelle et spirituelle, et enfin la quête de l'harmonie parfaite entre les facultés répondant alors au principe de symétrie. En effet, la santé procède de l'équilibre entre les différentes qualités, la maladie résultant de la domination d'une seule. La bile noire a ainsi longtemps été considérée comme une dégénérescence morbide, soit de la bile jaune, soit du sang. Contrairement aux autres maladies, la mélancolie se caractérisait principalement par des symptômes d'altération de l'esprit comme la peur, la misanthropie, l'abattement profond jusqu'à la folie. Avec toujours une frontière incertaine entre le pathologique et la normalité. L'autre visage de la mélancolie, le problème XXX1 d'Aristote. La notion de mélancolie fut révolutionnée par les péripatéticiens avec la question notoire introduite par le problème XXX1 attribué initialement à Aristote. On assista alors à une importante transformation au cours du IVe siècle avant notre ère à l'instar de 2 grandes influences culturelles, les grandes tragédies avec le concept de folie, et la philosophie platonicienne avec celui de fureur. Dans la tragédie grecque l'on vit ainsi apparaître le héros maudit, solitaire et abandonné, voire rejeté, tel Ajax ou Bellérophon. Associée aux figures mythiques, la disposition mélancolique devint un signe héroïque. Par contre, pour Platon, la mélancolie signifiait la folie véritable, ou tout du moins une mauvaise santé qui affaiblissait la volonté et la raison. Aristote favorisa l'union entre la notion purement médicale de mélancolie et le concept platonicien de fureur, qui trouva son expression dans ce qui constituait une thèse paradoxale exposée dans le problème XXX. Non seulement les héros tragiques, mais aussi tous les hommes véritablement hors du commun, que ce fût dans le domaine des arts ou dans ceux de la poésie, de la philosophie et de la politique, sans oublier Socrate et Platon, étaient mélancoliques. Mais ajoutez la thèse aristotélicienne, du fait que l'action de la bile noire est inégale, inégaux sont les mélancoliques, car elle peut devenir très froide et très chaude, elle est déterminatrice de la manière d'être, vu sa tendance aux extrêmes. Éminents sont donc les mélancoliques, non par maladie mais par nature. Ainsi la bile noire déterminait un caractère, une manière d'être. Il existait une tendance, un tempérament mélancolique. Cette humeur était présente en chaque homme, sans donner forcément des particularités caractérielles. On observait soit une altération temporaire et qualitative, ce qui produisait la maladie mélancolique, ou l'épilepsie et le paradigme dépression, phobie, ulcère, fureur, soit une prépondérance constitutionnelle et quantitative, qui donnait le mélancolique par nature ou tempérament particulièrement prédisposé aux maladies mélancoliques, car la bile noire influençait la disposition aux maladies de l'âme. Il fallait donc un équilibre entre les extrêmes, entre le génie et le monstre, entre la fièvre créatrice et la sombre hébétude. C'est à l'un et l'autre extrême que la mélancolie exerce son influence, comme si sa nature ne faisait qu'unant sa stabilité et fixité. Voilà en tout cas un caractère extrême qui n'est pas le lot des autres humeurs. C'était un procédé alors typiquement aristotélicien que de faire apparaître un lien entre les processus mentaux, les symptômes, et les processus physiques, les humeurs, la chaleur, le principe le plus dynamique de la vie organique. L'auteur du problème XXX1 s'attachait ainsi à comprendre l'homme qui était grand parce que ses passions étaient plus violentes que celles des hommes ordinaires et parce qu'il était assez fort, en dépit de cela,
pour trouver un équilibre à partir de l'excès. Aristote ne pouvait envisager que la fureur fût divine, c'est-à-dire non naturelle. Il remplaça cette notion mythique par celle scientifique de mélancolie, ce d'autant plus aisément que les termes de fou et de mélancolique dans leur acception purement pathologique étaient depuis longtemps synonymes. Par ce biais, la mélancolie acquit un contenu nouveau et positif, qui permettait d'expliquer l'homme de génie, insensé aux yeux du monde, présentant un état qui ressemblait à la folie et qui cependant était à l'origine de grandes réalisations intellectuelles. Le problème XXX se situe à un point de l'histoire de la pensée, écrièrent Klibanski, où le platonisme et l'aristotélisme s'interpénètrent et s'équilibrent. Il avait été platonicien de faire de la notion de fureur l'unique fondement des talents créateurs les plus élevés. Il allait être aristotélicien d'essayer de jeter la lumière de la science rationnelle sur cette relation à la fois reconnue et mystérieuse entre le génie et la folie, que Platon n'avait fait qu'exprimer dans un mythe. De même, il allait être aristotélicien de faire appel à une nouvelle interprétation de la nature pour résoudre les contradictions existant entre le monde des objets physiques et le monde des idées. Cette union aboutit à un changement de valeur qui permit bientôt que la multitude s'assimilât à la moyenne, et qui exalta l'injonction émotionnelle, soit différent, plutôt que l'injonction éthique, soit vertueux. On en vint à considérer la fureur divine comme une sensibilité de l'âme, et à mesurer la grandeur spirituelle d'un homme à l'aune de sa capacité d'expérience et surtout, de souffrance. Enfin, le contenu du problème XXX annonçait déjà Théophraste, ce philosophe qui le premier, consacra un livre entier à la mélancolie et déclara à propos d'Héraclite que la mélancolie avait valu de laisser inachevée la plus grande partie de son œuvre ou de se perdre en contradictions. Après les péripatéticiens, Galien et les 4 tempéraments. Après les péripatéticiens, ce qui survécut fut le sentiment confus qu'il existait un lien entre la mélancolie et la vie intellectuelle, et que les humeurs déterminaient l'état mental. D'où le développement futur dans 2 directions. Le développement de la notion de mélancolie pathologique. La définition d'un type de caractère, notamment dans les prolongements de la théorie humorale par la doctrine des 4 tempéraments conçus comme 4 types de dispositions. La mélancolie maladie. L'on vit poindre alors la dimension morale qui se développera davantage en Occident avec le Moyen-Âge chrétien, résumée par la formulation stoïcienne « quiconque est fou qui n'est point sage ». Celle se distinguait 3 formes de maladie, la fureur, la tristesse et la forme chronique de mélancolie. L'école pneumatique, Archigène, proposait un tableau précis et détaillé des symptômes mélancoliques. Une peau sombre, la bouffissure, une odeur fétide, la gourmandise associée à une maigreur permanente, la dépression, la misanthropie, les tendances suicidaires, les rêves véridiques, les peurs, les visions et les brusques passages de l'hostilité, de la mesquinerie et de l'avarice à la sociabilité et la générosité. Rufus d'Éphèse reconstituait le lien entre la mélancolie et l'intellect. Pour lui, l'activité de l'esprit était la cause directe de la mélancolie maladie. Il y avait un excès de pneuma, ainsi que la prédominance de la bile noire dont la froideur et la sécheresse terreuse produisaient par exemple l'obsession de devenir un vase en terre cuite, et expliquaient l'abattement morne, la réserve, les accès maniaques subis en état de mélancolie. La bile noire pouvait provenir du sang par refroidissement, ou bien de la bile jaune par échauffement. La mélancolie dans le système des 4 tempéraments. Galien au IIe siècle établit un lien causal entre la constitution physique et le caractère, dans la lignée de la pensée d'Hippocrate qui considérait le battement du pouls comme un indice de la disposition morale. La physionomie, apparue dans le cercle aristotélicien, était une doctrine selon laquelle l'âme était l'entéléchie du corps. La constitution naturelle de tout être vivant était déterminée par l'une des 4 humeurs, avec ce pouvoir de modeler le caractère que le problème XXX avait attribué à la seule bile noire. Dans la théorie des 4 tempéraments, Galien faisait une description de caractéristiques purement physiognomoniques, telles l'émaciation des membres, l'importance relative du torse et la rapidité des mouvements. Ainsi l'humeur mélancolique donnait un type mince, brun, à la pilosité abondante, aux veines saillantes. C'étaient plutôt les qualités, chaud, froid, etc., que les humeurs qui étaient alors discriminatrices. Malgré cette distinction entre caractère et maladie,
la figure du mélancolique de tempérament se colora de l'idée de maladie qui portait le même nom et fut déformée par des traits de caractère directement issus des traits psychiatriques. La mélancolie évolua chez les anciens selon 3 axes. L'idée de maladie attribuée à une augmentation excessive ou une altération non naturelle de l'humeur melancholicus, puis une adustio de la bile jaune. En même temps naquit l'idée d'une constitution mélancolique, soit comme la condition exceptionnelle des grands hommes, problème XXX du pseudo-Aristote, soit comme l'un des types de dispositions qui constituent la doctrine des 4 tempéraments systématisés après Galien. Puis, le type mélancolique se déprécia de plus en plus et fut assimilé à une mauvaise disposition qui associait d'antipathiques traits de caractère et d'esprit, à un physique malingre et une apparence peu séduisante. Ainsi la notion elle-même de mélancolie demeurait conditionnée par l'idée originelle de maladie. Au Moyen Âge, l'heure de Saturne est l'heure du mal. Pendant les 12 premiers siècles de notre ère, l'idée aristotélicienne du mélancolique éminemment doué fut complètement oubliée pour être réhabilitée au XIIIe siècle par la scolastique. Il faudra en fait attendre la Renaissance pour comprendre le sens véritable de la distinction entre mélancolie naturelle et mélancolie pathologique. L'influence de la théologie et de la philosophie morale. La mélancolie comme maladie, du point de vue de la théologie et de la philosophie morale, était considérée comme une épreuve qu'on assimilait souvent à l'accedia ou timor, la crainte, au taedium cordis, le dégoût du cœur, à l'amaritudo animi, l'amertume de l'esprit, ou encore au spei salut o venia obtinenda abiecto, l'abandon de l'espérance de salut et de pardon, qui tous proposaient des tableaux voisins de celui de la mélancolie. Au XIIe siècle, sainte Hildegarde de Bingen, 1098 à 1179, faisait de la chute l'origine de l'humeur mélancolique. Les symptômes étaient alors interprétés comme le châtiment d'Adam, poena ade. Les spéculations cosmologiques de saint Ambroise, 340 à 397, démontraient un rapport direct entre les planètes et l'éthique chrétienne. De même, saint Augustin 354 à 430, dans la Cité de Dieu pointait l'opposition entre l'interprétation superstitieuse et négative des astrologues et le point de vue métaphysique et positif des néo-platoniciens sur Saturne. L'on assistait au Moyen-Âge au retour des enfants de Saturne, ces fils du diable, figure du démon. La description de l'homme né sous Saturne se confondait en général avec celle du mélancolique, conférant un caractère péjoratif à l'astre et à ses enfants. De fait, l'heure de Saturne était l'heure du mal. Cette évolution se reflétait aussi dans les représentations figurées. Telle, à la fin du Moyen Âge, l'image de Saturne dévorant un enfant, scène montrée dans toute sa brutalité où nous voyons ce dieu porter l'enfant à ses lèvres, enfoncer ses dents dans son bras quand il ne lui a pas déjà dévoré la tête. Toute la cruauté impitoyable du dieu, véritable Moloch dévorant ses enfants, nous est exposée. Les apports de la médecine arabe et de la iatromathématique. Au Moyen Âge, la médecine scolastique introduisait en Occident chrétien la médecine arabe, laquelle faisait une distinction très nette entre les causes naturelles et les effets de la divine providence. Pour Ishaq ibn Imran, révélé à l'Occident grâce aux copies de Constantin l'Africain, les facteurs spirituels étaient au premier plan tant du point de vue de l'étiologie que du traitement. La mélancolie était une maladie de l'âme conditionnée par des facteurs physiques qui pouvaient attaquer les 3 virtudes ordinatées, à savoir l'imagination, la raison et la mémoire. En usage jusqu'au XVIIe siècle, la doctrine d'Avicenne dite des 4 formes, qui combinait la théorie de la combustion de Galien et celle des 4 humeurs, imposa un principe de classification unique. La mélancolie était soit naturelle, soit sécrétoire, c'est-à-dire qu'elle résultait de la combustion d'une autre humeur, bile, flegme ou sang. Toutes ces relectures de la théorie humorale étaient imprégnées de notions magico-astrologiques, dérivant des spéculations sur l'univers. La médecine se transformait ainsi à la fin du Moyen Âge en iatromathématique, expression du rapport entre la vie terrestre et la course des étoiles. Ainsi chaque tempérament apparaissait soumis à la domination de certaines constellations ou planètes. Progressivement l'art médical se réduisit à une méthode d'utilisation des forces générales du cosmos,
et finit par se fondre dans la magie qui était elle-même une sorte de cosmologie appliquée. La croyance en un influx astral se développera et prendra de l'ampleur à la Renaissance avec le renouveau de la notion aristotélicienne de mélancolie. La Renaissance italienne et la réhabilitation humaniste de Saturne. Le retour à l'âge d'or annonce l'idée d'humeur mélancolique des modernes, de la fin du XIVe au XVIIe siècle. La Renaissance redécouvrait cette autre phase de la mélancolie, introduite déjà par le pseudo-Aristote. La réhabilitation humaniste de Saturne réclamait une image qui illustrait les deux aspects de sa nature, mais aussi faisait apparaître cette forme idéale, dans un regain d'intérêt pour les modèles classiques de l'Antiquité, propre au mouvement de l'époque décrit comme un retour à l'âge d'or. Le principe de ce renouveau reposait sur une sorte de dualisme de Saturne, où l'on retrouvait alors Chronos et par association Chrono, allégorie du temps. Dans la tradition figurée, la fusion humaniste entre Saturne et Chrono prenait la forme idéalisée d'un vieillard pourvu d'ailes, et du dieu du temps nu. Dans la tradition littéraire post-médiévale, la mélancolie était humeur subjective, tristesse sans cause, disposition temporaire de l'âme. L'adjectif mélancolique faisait ses premières apparitions. Le mot avec ses déclinaisons, mélancolie, mélancolieux, etc., prenait coloration poétique. C'est à cette même période que l'on observe une exacerbation de la conscience de soi dans l'éprouvé de ce sentiment à deux faces, joie de la peine, joie morose, que décrivaient des poètes comme Milton ou Chartier, et qui sera à l'origine de l'humeur mélancolique des modernes. Une affectivité particulière, l'affliction, offrait la synthèse entre le sentiment de tristesse et la mélancolie. La conscience de soi accrue était corrélative de la conscience de la mort, et du sentiment d'être un homme à part. Artistes et poètes se nourrissaient alors de la contradiction métaphysique entre la fin et l'infini, le temps et l'éternité. Ce mouvement trouvera ses prolongements au début du XIXe siècle avec Keats, Hölderlin, Jacobsen, dont les œuvres nous introduirent à une mélancolie romantique. En toile de fond, le déploiement des courants intellectuels humanistes avec au nord Erasme et Dürer, au sud Marcille Ficin. Ce dernier, tête de file du néo-platonisme florentin, chantait les heures glorieuses d'une mélancolie généreuse, qui préparait à la notion moderne de génie. Monsieur Ficin réaffirmait ainsi l'idéal né de l'Antiquité classique, la souveraineté de l'esprit humain. La mélancolie était synonyme de force intellectuelle. Cette nouvelle conscience humaniste prenait son essor dans un climat de tension intellectuelle, de tiraillement entre les deux extrêmes qu'étaient l'affirmation de soi et le doute de soi, jusqu'au désespoir parfois, prémisse de la naissance du génie moderne, sous le signe de Saturne et de la mélancolie. Ainsi, de nouveau, cette polarité, implicite depuis le début, qu'Aristote et que saint Augustin avaient pu percevoir, devint la principale caractéristique du génie. Ou Dieu ou démon, écrivait Pétrarque au XIVe siècle, ou encore soit un dieu, soit une bête, ajoutait Jean-Pic de la Mirandole un siècle plus tard. Se mouvoir ainsi sur une étroite crête entre deux abîmes serait le propre de l'individu saturnien ou mélancolique, et l'élèverait au-dessus du niveau de la banalité. À cette étape de l'histoire de la mélancolie, je reprendrai la chronologie que propose Gladys Swain, qui distingue 4 temps significatifs, moments clés de rupture, à l'origine des transformations de cette notion au cours des 4 derniers siècles. La rupture avec la théorie humorale au XVIIe siècle, la mélancolie devient une variante exemplaire d'un trouble de la pensée. Le premier de ces temps pivots est celui de la rupture avec la théorie des humeurs dont nous venons de retracer les fondements historiques. Cette rupture avec Hippocrate et Galien s'opère dans la première moitié du XVIIe siècle et permet le passage à une théorie du trouble de l'intelligence. Cette substitution du délire au trouble humoral est une conséquence du rationalisme moderne. Une telle transformation de l'idée de pensée et de l'idée de l'homme devient un sujet au sens philosophique classique, c'est un être doué d'une autonomie essentielle, ne peut aller sans une transformation corrélative de l'idée de la folie. À partir du XVIIIe siècle, la conception obscure des humeurs circulantes à l'intérieur du corps tombe en désuétude. La mélancolie peut être spécifiée dans ses expressions visibles et ainsi se différencier sans qu'il soit fait appel à des forces cachées dont l'interprétation ne se concevait que comme théologique ou métaphysique. La mélancolie devient nerveuse, au sens où les nerfs sont irrités,
au moment où le cerveau commence à prendre une place centrale dans les conduites. En effet, ce sont les nerfs et le cerveau qui commandent le comportement intellectuel et physique de l'individu. La vision de l'homme et de son esprit évolue. Les facultés intellectuelles sont désormais l'apanage du sujet pensant, un sujet au sens de la philosophie classique, ce qui entraîne nécessairement une mutation de l'idée de la folie. Une idée de l'attaque de la capacité pensante en tant que telle se substitue à l'idée d'un trouble de la relation de la pensée au monde, qui est en même temps trouble de l'ordre des éléments fondamentaux qui composent l'individu et le lient au monde. Les humeurs. Dans un système où le trouble était pris dans un continuum cosmobiologique. Le nouveau statut de l'être de pensée conduit à l'idée d'un mal intellectuel, d'un mal de la raison, la déraison selon Foucault dans son Histoire de la folie, 1972, dont la mélancolie constituerait une variante exemplaire, à l'origine de l'idée moderne de délire. La folie est trouble intime du fait de penser. Ce qui est atteint chez le fou, comme l'a écrit Henri Ey, c'est sa relation à ses propres idées, et donc sa liberté essentielle. C'est dans ce cadre que se met en place l'opposition entre folie partielle et folie générale. Opposition qui nous ramène à la folie, selon Gladys Swain, car ce qui est à déterminer, c'est le degré de l'atteinte à la puissance pensante, du délire qui roule sur tout, absorbe entièrement la pensée, au délire qui se concentre sur un seul objet comme dans la mélancolie. L'idée de mélancolie au sens moderne est dès lors fixée. C'est un trouble intellectuel partiel. C'est ce moment contre lequel va s'effectuer tout le travail de critique ultérieur, selon 3 étapes présentées par Gladys Swain. Tout d'abord contre l'idée de la mélancolie comme délire, puis contre l'opposition entre mélancolie-délire partiel manie-délire général, et enfin contre l'opposition entre l'intellectuel et l'affectif. La mélancolie, délire partiel. En effet, la mélancolie regroupait les délires chroniques non déficitaires, la folie calme, jusqu'à ce que Philippe Pinel, 1745 à 1826, précise le terme sous l'angle de la folie partielle, qui répond à une cause morale, dont le traitement moral est le pendant, un faux jugement et un monoïdéisme. Étienne Esquirol, 1772 à 1840, reprendra l'opposition entre délire général ou manie, où toutes les facultés sont atteintes, et délire partiel ou monomanie, où une seule faculté est en cause. Il donne en 1819 à la mélancolie le nom de l'hypémanie. Délire partiel caractérisé par la tristesse, l'abattement ou le dégoût de vivre, et qui se mue progressivement sous le regard clinique changeant de l'aliéniste en une passion triste, débilitante ou oppressive. Dès lors, le mot mélancolie, consacré dans le langage vulgaire pour exprimer l'état habituel de tristesse de quelques individus, doit être laissé aux moralistes et aux poètes qui, dans leurs expressions, ne sont pas obligés à autant de sévérité que les médecins. Le choix de Esquirol d'abandonner le vocable de mélancolie répond à une pensée plus générale d'engager la médecine psychiatrique selon un esprit plus rigoureux d'observation clinique et de compréhension étiologique rationnelle. En désignant l'ensemble des délires partiels répondant à un facteur de permanence, et se réglant sur la double polarité émotionnelle de la gaieté et de la tristesse sous le terme de monomanie, il apporte un remaniement nosographique qui implique un nouveau principe d'intelligibilité unitaire des manifestations cliniques. Selon la description clinique d'Étienne Esquirol, le lipémaniaque a le corps maigre et grêle, les cheveux noirs, le teint pâle, les pommettes parfois colorées, la peau brune, noirâtre, aride et écailleuse, tandis que le nez est d'un rouge foncé. La physionomie est fixe et immobile, mais les muscles de la face sont dans un état de tension convulsive et exprimant la tristesse, la crainte ou la terreur. Les yeux sont fixes, baissés vers la terre ou tendus au loin, le regard oblique, inquiet et soupçonneux. Si les mains ne sont pas desséchées, brunes, terreuses, elles sont gonflées, violacées. La lenteur, la répétition monotone des mouvements, des actions et des paroles du lipémaniaque, l'accablement dans lequel il est plongé en imposerait si on jugeait que son esprit est inactif comme le corps. L'attention du mélancolique est d'une activité très grande, dirigée sur un objet particulier avec une force de tension presque insurmontable. Concentré tout entier sur l'objet qui l'affecte, le malade ne peut détourner son attention ni la porter sur les autres objets étrangers à son affection. Ce n'est plus une douleur qui s'agite, qui se plaint, qui crie, qui pleure, c'est une douleur qui se tait, qui n'a pas de larmes, qui est impassible, traduit l'aliéniste.
Le dessin du visage des malades est l'acte d'une description phénoménologique et d'un dévoilement du sens, écrit P. Fedida commentant les dessins d'Ambroise Tardieu commandés par E. Esquirol. La fixité et l'immobilité des expressions portent le signe d'une mobilité interne et d'une sorte d'agitation vide et silencieuse. Si la vie semble éteinte, voire disparue de la description, c'est que les signes de la présence paraissent orientés vers l'absence, le vide, la mort. Le corps tout entier se livre comme une attente et l'expression manifeste se dessine dans l'impression qui, en inscrivant le signe, énonce quelque chose du sens. Les expressions singulières de la fixité et de l'immobilité se composent selon la figure physionomique d'une vie dans la parole descriptive et son dessin. L'observation d'Étienne Esquirol donne au corps sa place en psychiatrie. De fait, l'attention qu'il porte à une symptomatologie somatique est inséparable de son analyse séméiologique et elle est inhérente à sa compréhension d'une unité signifiante de la passion. Pierre Fedida verra là l'ébauche d'une démarche phénoménologico-clinique, mais qui ne bénéficie pas alors de la pensée théorique qu'apporteront en ce domaine les travaux philosophiques de Husserl ou de Heidegger. La remise en cause de la théorie intellectuelle, c'est-à-dire l'idée que la mélancolie est un délire, et rupture avec l'opposition entre délire partiel et délire général. La douleur morale caractérise la mélancolie. La mélancolie va faire de la souffrance de l'esprit le principe même et l'élément du trouble des aliénés. En ce début du XIXe siècle, la classification psychiatrique reste tributaire de l'opposition entre délire général et délire partiel. Dans le souci de mieux isoler la notion de l'hypémanie, l'on en détache peu à peu certaines manifestations qu'on catégorise sous d'autres dénominations. C'est ainsi que le terme de l'hypémanie sera progressivement abandonné soit au profit d'un retour psychiatrique à la mélancolie, soit dans l'intérêt de nouvelles notions telles que la psychasthénie, la neurasthénie ou même la dépression nerveuse et les névroses qui feront l'émergence à l'aube du XXe siècle. Une reformulation s'opère d'abord en Belgique avec Joseph Ghislain, 18 171 860, puis en Allemagne avec Wilhelm Griesinger, 1817 à 1868. Elle porte sur deux thèmes. Toute folie débute par une altération de l'humeur. Il existe des folies sans désordre de l'intelligence, l'émotion, l'affect étant seul frappé. En effet, avec J. Ghislain, la douleur morale, l'altération mère, devient au fondement de l'aliénation, ce qui entraîne la séparation de la mélancolie du délire, du trouble intellectuel. J. Ghislain va décrire une mélancolie sans délire, la mélancolie simple, qui correspondrait à notre mélancolie d'aujourd'hui. Quant au psychiatre allemand W. Griesinger, reprenant la thèse de la monopsychose, Einheitpsychose, de Zeller, il distingue les troubles primaires, phénomènes relevant d'un trouble émotionnel pathologique à l'origine de la mélancolie et de la manie, des troubles secondaires, phénomènes d'élaboration intellectuelle visant à restaurer la personnalité ainsi ébranlée. Avec Jules Segla, 1856 à 1939, mélancolie et douleur morale de J. Ghislain se confondent. Cet aliéniste de la Salpêtrière décrit en 1895, dans ses leçons cliniques sur les maladies mentales et nerveuses, la mélancolie simple, sans délire ou avec conscience, qui associe la présence d'une douleur qui se réduit à un sentiment d'impuissance, douleur morale, dépression douloureuse, symptôme le plus frappant et caractéristique de la mélancolie, à une insomnie, une anorexie, une inhibition, une aboulie, un risque de suicide et un auto-entretien des phénomènes. Le malade a conscience de la nature pathologique des phénomènes qu'il accuse et contre lesquels il dit vouloir, mais ne pouvoir réagir. Le délire mélancolique est secondaire à l'humeur dépressive. Il est monotone, pénible, fixe, s'étend du patient vers l'extérieur et semble être vécu avec passivité, résignation, humilité, développant les termes fournis par la douleur morale. Gladys Swain repère alors une nouvelle étape constitutive de la notion moderne de mélancolie. La fin de la distinction entre délire partiel et délire général permet d'affiner la conception d'un trouble fondamental de l'humeur. En effet, la notion d'humeur est importée en France avec la folie circulaire de Jean-Pierre Falleret et la folie à double forme de Jules Bayarger. Il n'y a de délire que général, écrit ce dernier. Manie et mélancolie peuvent alors appartenir à la même entité nosographique définie par un fond maladif unique, un état général, qui contredit l'idée même de délire partiel. L'histoire moderne de la mélancolie débute selon G. Swain avec cette synthèse de deux idées.
La première, à savoir que le point de départ de la folie en général et de la mélancolie en particulier, c'est la douleur morale. La seconde édictant l'absence d'opposition entre délire partiel et délire général. Et s'il y a une opposition entre manie et mélancolie, c'est celle existant entre deux formes d'une même entité. Ce qui permet de spécifier la mélancolie comme un trouble caractérisé d'abord par la souffrance, une sorte de folie à l'état pur, J. Ghislain, d'où le délire peut être absent et un trouble à concevoir par rapport à un autre, la manie, même lorsque celui-ci ne se manifeste pas. La conception anatomo-clinique en médecine et le devenir de la mélancolie dans les classifications psychiatriques au début du XXe siècle. De façon générale, l'aliénation mentale se démembre en plusieurs maladies. Ces recompositions sont redevables à la conception anatomo-clinique qui règne en médecine. Il y a un progrès sémiologique au sens où les maladies sont mieux différenciées d'un point de vue diagnostique, ce qui rend acceptable et crédible l'appartenance de l'aliénisme à la médecine. Une sémiologie plus précise permet de découvrir de nouvelles maladies par un effort différentiel, à partir de syndromes qui sont eux-mêmes subdivisés. En Allemagne, Emil Kraepelin, 1856 à 1926, fait la synthèse des troubles de l'humeur dans un souci classificatoire dont le critère principal est le terme évolutif de la maladie. Il range dans le même ensemble mélancolie, manie, état mixte et tous les états dépressifs. Fidèle à l'esprit anatomo-pathologiste, il est convaincu d'une étiologie organique des troubles mentaux qu'il recherche par l'autopsie des cadavres. Il considère deux grandes classes de maladies, la démence précoce et la psychose périodique maniaco-dépressive. Ainsi, en 1899, il isole cette dernière en tant qu'entité clinique définie par des troubles de la pensée, des troubles de la volonté et des troubles de l'humeur, ce qui lui permet de la décliner sous 8 formes différentes. Il distingue aussi 5 formes de dépression: la dépression de la folie maniaco-dépressive, dépression endogène, la dépression névrotique, dépression psychogène, la dépression d'involution, la dépression secondaire à une autre affection, notamment organique, et la personnalité pathologique dépressive. La mélancolie est alors un aspect des troubles dépressifs. La réduction de la capacité d'action, la diminution considérable de la faculté d'agir, est, avec la tristesse et la douleur morale, une des deux grandes manifestations de la dépression. Le tableau clinique classique de la mélancolie tel que défini par E. Kraepelin est sensiblement le même aujourd'hui. Cependant, la psychiatrie germanique des débuts du XXe siècle ne se résume pas à l'orthodoxie kraepelinienne. Avec la publication en 1911 de son livre sur les schizophrénies, E. Bleuler va compliquer les choses. Sa conception de la psychopathologie du groupe des schizophrénies distingue des symptômes fondamentaux, dits signes primaires, et des symptômes accessoires, au premier rang desquels les états mélancoliques de la schizophrénie, à l'encontre de la théorisation opposant démence précoce et psychose maniaco-dépressive de Kraepelin. Selon E. Bleuler, la triade symptomatique qui associe l'humeur dépressive, l'inhibition psychique et l'inhibition motrice, est l'une des plus fréquentes parmi les syndromes aigus observables dans la schizophrénie, surtout dans les premières années de l'évolution de la maladie, et c'est ce qu'on appellera durant plusieurs décennies un état dépressif atypique. L'aspect mélancolique s'y trouve souvent brouillé, du fait des autres symptômes et aussi de la dissociation ou Spaltung qui fait que le malade... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.